l'isolement. Deux mots-clés pour expliquer le chapelet d'établissements de pêche de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord, comme celui-ci à Sheldrake. La mer parce que ces villages y font tous face et que depuis leur fondation, on en attend tout pour survivre. Que retrouve-t-on dans ces villages blottis au fond du Nance ou à l'abri d'un havre naturel? Une église en bois, un quai qui sert de refuge aux embarcations de pêche, et surtout les grandes maisons blanches semées aux quatre vents le long de la côte. Et il y a l'isolement. Les villages sont distants les uns des autres et pour la plupart, seule la mer les relie, comme c'est la mer qui a bâti leur histoire. Mais l'histoire de cette côte nord est d'abord celle des Amérindiens, dont on peut supposer l'utilisation de cette tente d'écorce avant l'arrivée des Blancs. Présents sur le territoire depuis plus de 6000 ans, ils s'intéressent surtout aux ressources animales de l'intérieur du pays. Après 1500, on voit apparaître ces premiers pêcheurs. Français, Anglais, Basques, Hollandais, Portugais, Espagnols viennent pour la morue, le loup-marin, le hareng, le saumon, la baleine dans les eaux riches de l'Atlantique Nord. L'Europe a besoin de morue séchée en raison des nombreux jours maigres prescrits par la religion catholique. Ce sont surtout les Basques, tant français qu'espagnols, qui pourchassent les baleines pour son huile nécessaire à l'éclairage et à la friture. Les Basques laissèrent des traces de four en plusieurs endroits de la côte, dans lesquels ils font fondre le gras de baleine. On y vient pour la pêche, mais personne ne s'y établit. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que Jacques Cartier, lors de ses voyages, rencontre des morutiers de La Rochelle à la recherche du port de Brest, aujourd'hui Vieux-Fort. Brest était connu des pêcheurs comme une escale importante. La côte nord était parcourue par des Européens au moment même de la découverte du Canada par Jacques Cartier. Poursuivant sa route, il fait la connaissance de Thienot, un Français déjà implanté chez les Amérindiens et devenu chef. Il explore alors l'ouest de la côte, abordant la baie de Saint-Laurent qui donnera son nom au fleuve. Il passe devant les îles rondes de cette île et s'enfonce jusqu'à l'embouchure du Saguenay qu'il remonte un peu avant de poursuivre jusqu'aux futurs sites de Québec et Montréal. C'est donc la mer et ses richesses qui amènent le long de nos côtes les premiers visiteurs. Pêcheurs basques venant de France ou d'Espagne traversent l'Atlantique jusque dans les parages du détroit de Belle-Île à la poursuite de baleines et de morues alors très prisées en Europe. À ces premiers visiteurs succèdent par vagues les véritables fondateurs de ces villages, tous tournés vers la mer pour y tirer leur subsistance. Dès les débuts de la Nouvelle-France, la Côte-Nord est exploitée par seigneurs et concessionnaires, à l'ouest pour la fourrure, surtout le castor, et à l'est pour les richesses de la mer. À la conquête anglaise, le système d'exploitation est repris par des compagnies. Essentiellement, la Côte-Nord est divisée en deux. La Basse-Côte-Nord et la Minganie, que l'on appelait alors le Labrador, est le territoire de la Compagnie du Labrador, qui fait surtout la pêche au loup-marin. La Haute-Côte-Nord et la Minganie est celui de la Compagnie de la baie d'Hudson, à la recherche des peaux de castor. Mais en 1820, la faillite de la Compagnie du Labrador entraîne une ouverture au peuplement libre sur la Basse-Côte. On arrive de Berthier, Lillet, Montmagny. C'est la première vague de peuplement de Canadiens français. On vient d'abord pour la chasse aux loups marins à bord de goélettes, qui ont leur port d'attache à Berthier et à Québec. Certains pêcheurs finissent par passer l'hiver sur la côte. Cette première colonisation est encore timide. Jusqu'en 1850, on ne compte pas une seule femme blanche et guère plus d'hommes. Pendant longtemps, le nombre de ces sédentaires reste inférieur à celui des équipages qui fréquentent la côte pendant l'été. On ne recensait que quelques planteurs, comme on appelait ces premiers résidents permanents. Ceux-ci côtoyaient les Amérindiens qui y continuaient leur chasse traditionnelle. Ces gens-là sont venus s'établir sur la Côte-Nord parce qu'ils connaissaient déjà cette partie de la côte, pour avoir été en contact soit à l'occasion de tournées de navigation sur la Côte-Nord à bord des goélettes des traiteurs, soit parce qu'ils en avaient entendu parler par des gens, des parents qui avaient visité la Côte-Nord. Et aussi, on peut dire qu'ils avaient quitté leur terre, souvent qui était surpeuplée et qui avaient besoin d'une expansion territoriale.
Quand le gouvernement abolit les derniers privilèges de la Compagnie de la baie d'Hudson, une deuxième vague de peuplement va alors se produire en Mangani. Cette deuxième vague est composée de Jerseyais avec leurs engagés de la Gaspésie qui fondent ces villages. Les Jerseyais sont des Européens originaires de l'île Jersey, située dans la Manche au nord de la France. Ils font le commerce international de la morue en Europe, en Amérique du Sud, aux Antilles. Ils possèdent un centre de pêche important dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Les comptoirs des Sirois, Boutilliers, Robins viennent s'installer à côté des magasins de la baie d'Hudson. Cette présence amène ces nouveaux venus à fonder des villages comme ceux de Rivière-Saint-Jean, Sheldrake, Rivière-au-Tonnerre, Magpie, Longue-Pointe. Honoré Girard, âgé de 95 ans, est le fils du fondateur de Rivière-Saint-Jean. Le fondateur de Rivière-Saint-Jean, c'est remonté, monsieur. C'est le premier homme qui est rentré dans Rivière-Saint-Jean. Il avait une grosse épinette en bas, là. Il a plaqué. Puis il a pris son couteau de poche, puis il a écrit son nom dessus à la grandeur, puis le quantième qui avait rentré. C'est tout seul. Si le bâti s'est bien installé, là, chez nous, puis il y avait une pêche à saumon. Après, le saumon était fini, ça barre jusqu'à l'eau, puis il pêchait. La pêche à morue. Mais le flot principal de cette deuxième vague de peuplement est surtout venu des îles de la Madeleine, dont la population a débordé depuis Kegaska jusqu'à cette île de 1855 à 1875. Les Madelinots émigrent parce qu'aux îles, ils n'ont plus de quoi payer la hausse des rentes seigneuriales que leur impose le seigneur des îles, Isaac Coffin. Les pêcheurs des îles sont déjà aux prises avec de mauvaises récoltes. Exploités par les commerçants de Québec, concurrencés par les pêcheurs américains, ils en sont réduits à chercher ailleurs une terre plus hospitalière. Plus particulièrement, des Caïens débarqueront à Pointe-aux-Esquimaux, aujourd'hui Havre-Saint-Pierre. Le nom attestait d'ailleurs de la présence des Inuits qui y avaient séjourné entre 1500 et 1700. Ils ont décidé de venir s'établir sur la Côte-Nord. Ils voulaient commencer par Main-Grand. Ils ont commencé par Main-Grand, pensant pouvoir s'établir là, mais la Hudson Bay, qui avait qui avait priorité, là, puis ensuite, en même temps que c'était une réserve indienne, ils ne pouvaient pas rester là. Alors, le père Arnaud, qui était à Main-Grand dans le temps, leur a dit allez dans la Pointe-aux-Esquimaux. En fait, avant d'arriver à Pointe-aux-Esquimaux, les 5 familles de Caïens ont débarqué à Betchouane et à l'île Sainte-Geneviève. Voyant que la terre était inhospitalière pour l'agriculture, ils pensaient retourner aux îles. C'est une femme de l'équipage, Pélagie Cormier, qui leur a suggéré de venir s'établir à Pointe-aux-Esquimaux, cette belle pointe de sable que le père Arnaud leur avait d'abord indiquée. L'arrivée des Terre-Neuviens termine le 3e cycle de peuplement de cette région. Les protestants fondent Baie-des-Moutons et Harrington-Harbour, pendant que les catholiques s'installent à Bras-d'Or et Rivière-Saint-Paul. Beaucoup d'autres Terre-Neuviens iront se mêler aux habitants des villages voisins. C'est qu'à Terre-Neuve, certaines communautés où résident protestants et catholiques font l'objet de querelles. De plus, les difficultés de la pêche à Terre-Neuve et l'exploitation des petits pêcheurs par les marchands expliquent cette vague de Terre-Neuviens en provenance de la rive sud de Terre-Neuve, par exemple. À la différence de leurs prédécesseurs canadiens-français spécialisés dans la pêche au loup marin et au saumon, ces nouveaux venus pratiqueront surtout la pêche à la morue. L'apport des Terre-Neuviens devait changer la situation linguistique de la Basse-Côte-Nord. Les pêcheurs garderont des liens étroits avec Terre-Neuve, surtout que la frontière entre le Québec et Terre-Neuve ne sera arrêtée qu'en 1927. Un descendant de ces Terre-Neuviens se souvient de l'odyssée de ses ancêtres. My grandfather was born in Newfoundland, which the harbor they called Codseed Cove. Mon grand-père est né à Terre-Neuve, dans le havre qu'on appelle Codseed Cove. Il a dû le quitter pour venir gagner sa vie ici. À Terre-Neuve, la morue était tellement rare qu'il ne pouvait plus vivre de pêche. Il a donc quitté Terre-Neuve pour Harrington-Harbour. Sa première maison était une quelconque cabane. Pendant l'hiver, le temps était tellement rigoureux qu'il devait utiliser ses voiles de bateau pour couvrir son toit de maison et tout ce qu'il y avait de mûr.
to cover anything they could cover. La pêche était l'activité principale de tous ces pionniers, mais avec l'avènement des compagnies jerseyaises, on peut parler d'un âge d'or des pêcheries. Les Jerseyais, originaires d'Europe, sont déjà présents entre autres à l'île à Bois, en face de Blanc-Sablon, depuis le début du 19e siècle pour organiser leur commerce international. On y retrouve des sites pour sécher la morue. Il y a là, à même le sol, d'immenses plateformes de galets, rectangulaires ou circulaires, sur lesquelles on étendait la morue. Ce serait le seul endroit de la côte où ces étranges vignots de pierre ont été utilisés. Il s'installe aussi en Minganie, seulement lorsque la compagnie de la baie d'Hudson, qui perd son monopole sur cette zone, ne peut plus chasser les pêcheurs avec ses chaloupes armées. La Minganie étant accessible à la colonisation, les compagnies Le Boutillier et Robin ne tardent pas à prendre le contrôle des pêcheries. Chaque année, elles font venir de la Gaspésie plusieurs centaines d'engagés. Toute la Minganie et la Basse-Côte-Nord vont dépendre de ces compagnies. En fait, c'est le fameux système jerseyais qui avait été initié à partir de 1774 par Charles Robin, jerseyais d'origine lui-même. Alors, ce système fait appel à deux types de relations avec les pêcheurs. Dans un cas, la compagnie engage directement des pêcheurs qui travaillent soit à la part, soit en salaire. Ceux qui travaillent à la part, ce sont ceux qui sont directement impliqués au niveau des activités de pêche elles-mêmes. Ceux qui travaillent pour des salaires sont ceux qui travaillent dans les activités artisanales, comme les forgerons, les tailleurs de voile, etc. Par ailleurs, il y a aussi des producteurs indépendants qui ont leur propre agrès de pêche et qui pêchent à leur propre compte, mais qui vendent leurs produits à la compagnie ou qui l'échangent contre des produits de consommation ou des produits nécessaires à leurs activités de pêche. Dans ce cas-ci, il y a un système de crédit lie les producteurs à la compagnie dans un enchaînement là, qui se perpétue souvent sur de longues années et qui rend le pêcheur très dépendant de la compagnie. La compagnie aussi possède un grand nombre d'établissements commerciaux répartis dans l'ensemble du Golfe Saint-Laurent. Elle a ses propres chantiers maritimes. Elle a sa propre flotte commerciale qui transporte les produits de la pêche dans différents pays, au Brésil, en Espagne, en Italie, et qui rapporte des produits de consommation ou des agrès de pêche pour échanger contre la production des pêcheurs. Les compagnies jerseyaises aussi ont leur propre banque à leur chef-lieu qui est situé à l'île du Jersey. Un Jerseyais qui travaillait pour une de ces compagnies au début du siècle nous parle de son travail. Robin Jones Whitman était une compagnie qui avait ses origines à l'île de Jersey. Moi-même, je suis venu au monde dans la paroisse de Saint-Laurent. Jersey est une ancienne partie de la duché de Normandie et alors très près de la côte de la France. En 1928, à l'âge de 14 ans, j'étais engagé comme apprenti pour cette compagnie-là qui m'ont amené au Canada. Et en 1934, j'ai fait le voyage sur la goélette Coronation à Natashquan. Et c'était là le début de mes années sur la côte nord. À Natashquan, on achetait le poisson, surtout de la morue sèche. Comme apprenti, mes devoirs étaient de servir les gens au magasin, de m'occuper de la réception de la marchandise et apprenais comment on séchait le poisson dans le magasin. Ce temps-là, on vendait principalement les agrès de pêche, les filets, les lignes à pêcher, les cales, les crocs, tout le shebang, les vêtements pour les pêcheurs et aussi de l'épicerie. L'âge d'or des pêcheries est aussi lié à l'apparition d'un élément technique nouveau, la trappe à morue. Inventée par un pêcheur de Rivière-Saint-Paul, originaire d'Angleterre, William Henry Whitley, dont on disait de sa maison qu'elle était un château, la trappe à morue est constituée d'un enclos de filets qui se déploie de la surface de l'eau jusqu'au fond. À sa levée, le filet se referme sur les poissons en rapprochant ses extrémités. Cet engin est plus élaboré et coûteux que la ligne à main
ou palangre, cette ligne aux multiples hameçons, mais il est surtout plus efficace. Il s'agit aussi de trouver de bons emplacements, généralement dans de petites anses le long du rivage. Comme les pêcheurs s'établissaient à proximité de leurs trappes, elle a contribué à la localisation de plusieurs villages. La pêche à la morue s'est donc développée en se centralisant de plus en plus sur la petite entreprise familiale. Elle a supplanté la pêche au loup marin et au saumon. Whitley obtient l'autorisation d'utiliser son invention en 1876. L'année suivante, sa production de morue séchée augmente et son établissement passe à une trentaine d'employés. Révolution pour l'époque, il est le premier à payer ses employés en argent. L'activité de pêcher à la trappe s'est répandue rapidement, malgré les investissements considérables qu'elle représente pour un pêcheur. Au retour de la pêche, travailler la morue reste une activité familiale spécialisée. La morue est d'abord placée sur une table où on fend le ventre et coupe la tête. C'est ce qu'on appelle piquer la morue. Puis on décolle la morue en lui enlevant la tête et les intestins et on la tranche en tirant l'arête. Enfin, on lave la morue, on la sale, puis on la fait sécher sur de longues tables, les vigneaux. On la tourne à chaque soleil. Lorsqu'elle a blanchi, on lui prête le nom de mouton. Voilà le printemps qui s'en vient. Navigateurs, il nous faut partir. Vous autres qui restez sur la berge, vous avez la nuit à vous autres. Le soir finit votre journée, nous autres il faut la recommencer. Les pêcheurs mènent une existence rythmée par le passage des saisons et l'abondance ou non des ressources de la mer. C'est en fait une vie fondée sur un cycle de 3 pêches. Au printemps, c'est la chasse au loup marin à travers les glaces. Dès le début de l'été, on s'adonne à la pêche à la morue. Quand vient l'automne, on se tourne alors vers le hareng. Venu par la mer, on vit pour la mer, même si la pêche n'est jamais sûre, même si le danger guette, comme le témoigne cette chanson. Dans le beau temps, on est à son aise. Pour un seul jour, ce n'est pas bien long. Le lendemain, c'est la tempête. Le bateau est à la renverse. Sans prendre une heure de repos, voilà la vie de ces matelots. L'été se passe, l'automne s'avance. L'automne se passe, nous n'y sommes pas tous. Nous regrettons de nos amis qui sont péris dans la tempête. Il faut penser qu'à tous les ans, il peut nous en arriver autant. Dès le printemps, on chasse le loup marin. Lorsqu'on signale leur présence sur les banquises à la dérive, les goélettes partent à leur poursuite. On les abat à coups de bâton ou encore, si la glace est peu fiable, à coups de fusil. On demande beaucoup au loup marin. On en fabrique des harnais à chiens pour les cométiques, des bottes, des mitaines. La chair est conservée pour les chiens. Les peaux servent souvent de monnaie d'échange. Quant à l'huile, c'est la véritable source de revenus. À l'époque, tous les phares employaient l'huile de loup marin pour l'éclairage. L'été et l'automne, on en capture quelques-uns à l'aide de filets lorsqu'ils suivent les chenaux entre les îles. En août, après la pêche à la morue, c'est le départ pour le hareng, arrivé depuis longtemps et qui a eu le temps de prendre de la chair. Ça et là, on fait du saumon de fin mai à juillet à l'entrée des rivières. On capture aussi quelques homards. Dans le golfe, des baleinières à canon de Gaspé font des prises. Il y a des fourneaux à fondre la graisse de baleine sur l'île Mécatina en Basse-Côte-Nord.
D'autres sur la Pointe à la Chasse, en face de cette île, où en 1907, on a capturé 75 baleines. Même dans les années 1900, des familles affrontaient encore cette mer pour émigrer des îles de la Madeleine vers la côte. Une des pionnières se souvient de son voyage en goélette vers Aguaniche. La traverse des îles de Madeleine, à venir à Aguaniche, ça nous a pris 11 jours. C'était d'une grande goélette, pas de moteur, c'était à la voile. 11 jours sur la mer, ça a été long. On a frappé une tempête, on a été obligé d'ouvrir à l'île d'Anticosti. C'était pas un cadeau, il y avait de la mer, on croyait de périr avant d'entrer. Nous, les femmes, c'était le chapelet à la main, les hommes pareil, on se croyait fini. On n'avait jamais vu ça, nous autres, une mer de même aux îles où il n'y a pas la mer. En tous les cas, on s'est rendu, sans misère. 11 familles qu'on était. Quand on arrive à Aguaniche, on dit, est-ce qu'on est ici? On m'a dit, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Il y avait seulement qu'une pauvre petite maison qui était toute... on aurait dit que c'était comme des phases, c'est pas. On a dit, y a-t-il du monde dans ça? On ne savait pas. Les richesses de la Côte-Nord, c'est un aventurier de passage aux îles de la Madeleine qui les avait fait miroiter à toutes ses familles. Ben ça, c'est un homme quand même venu, un espèce d'innocent, parce qu'on l'a toujours eu depuis ce temps-là. Ouais. Nous, aux Madeleine, il disait sur la Côte-Nord que c'était une richesse, la Côte-Nord. Ben, les hommes, ils disent, c'est-il vrai que c'est ce que vous dites, là? Il a dit, oui, oui. Il dit, celui-là qui veut traverser, il dit, il fait bien. Traversez avec vos familles, puis vous allez voir, vous allez vivre, monsieur, sur la Côte-Nord. Quand on est arrivé, une pareille place. Les femmes, ça pleure, hein, d'avoir laissé les îles, puis les hommes, pareil, ils ont regretté ça dans leur vie. Ben, il a fallu rester là. On n'était pas pour retourner aux îles, on avait tout vendu, terrain et maison et tout ce qu'il y avait. Ces enfants ne peuvent se douter qu'au moment même où leurs grands-parents et parents venaient fonder des villages de pêcheurs, d'autres familles s'exilaient pour créer des villages d'agriculteurs. C'est qu'autour des années 1900 et surtout 1930, les promesses de la Côte-Nord n'existent plus. Déjà la décennie 1880 en est une de misère. La pêche au loup marin et à la morue ne donne pas. La famine s'installe ici et là. En 1886, 45 familles, surtout de Natashquan, sous les conseils du curé, émigrent en Beauce pour fonder ce qui allait devenir Saint-Théophile. On troque filets et barques contre la hache et la charrue du laboureur. Les anciennes compagnies de pêche déclinent et ferment leurs portes. La pêche ne donne plus. D'autre part, à partir des années 1900, l'ouverture des grands chantiers de coupe de bois pour l'industrie des pâtes et papiers dans les villages de la Haute-Côte attire une bonne partie des jeunes qui partent se faire un peu d'argent comme bûcherons. Des villes comme Pentecôte, Clark City, Franklin, Bécomo hébergeront des centaines de travailleurs. Et en 1930, c'est la crise au Québec qui force les grandes compagnies jerseyaises à fermer leurs comptoirs. La dernière, la Robin, Jones & Whitman, implantée depuis plus d'un siècle dans le golfe Saint-Laurent, abandonne la partie en 1938. Avec elle, disparaissent les derniers grands voiliers du golfe. La pêche devenant donc de moins en moins payante, les pêcheurs cherchent à augmenter leurs revenus en se tournant vers le trappage. Ils s'adonnent au piégeage des animaux à fourrure, activité jusque-là réservée aux montagnais. Ce regain d'intérêt pour la trappe avait été soutenu par Johan Betts, un Belge qui, en 1897, s'établit à Piastre Bay, aujourd'hui baie Johan Betts, comme représentant de la compagnie de fourrure Révillon et Frères de Paris. Il débute un élevage de renards dont il fait fortune. Cela entraîne une hausse formidable de la valeur des peaux de renard. Il offre aux trappeurs 700 et même 1000 $ pour une peau de renard argentée de première qualité. Il vend 25 000 $ un couple de renards à des éleveurs de l'île du Prince-Édouard. Vers la même époque, le docteur Grenfell, celui qui a doté Harrington-Harbour d'un hôpital, tente d'implanter l'élevage du renne importé de Suède pour remplacer les chiens de Cométique. Ce sera un échec. Il aura plus de succès au chapitre de la santé publique. Là où l'on déplore l'absence de médecins, comme celui-ci qui part au-devant de malades, les problèmes de santé sont entre les mains des femmes.
Les problèmes de santé, ben, c'était des vieilles femmes. Il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien. Garde malade, il n'y en avait pas. Non. Oui. Si une accouchait, ben, ça prenait elle, cette femme-là, une vieille femme-là, pour assister à la malade, à l'accouchement. En plus de s'occuper de la santé et de donner un coup de main aux hommes pour la pêche, les femmes sont responsables de multiples corvées. Rentrer le bois de chauffage, jardiner pour la famille et nourrir les rares animaux domestiques. Puis on se met tout. On se met des patates, on se met des navets, on se met des carottes, et des graines, et des bêtes, tout c'est moyen, des choux. C'est moyen de faire venir sur la terre, vous êtes tout ça. Des beaux carrés, là, grands comme le lit, là. Ah ben, c'était beau. Autosuffisance, survie pour les gens qui restent. La vie se prolonge aussi sur les îles d'en face, ces villages d'été, où l'on s'installe pour la pêche, mais aussi d'où l'on ramène des maisons sur le continent quand il y a mort d'hommes. La Minganie et la Basse-Côte-Nord, c'est aujourd'hui un littoral conquis sur près de 800 km, 25 villages, 11 000 personnes. On y parle l'anglais, le français et le montagnais. Les descendants de Canadiens français, Jersiais, Matelinots et Terre-Neuviens, présents depuis plusieurs générations, sont aujourd'hui enracinés au sein d'une mosaïque culturelle où chacun garde son originalité. Comme hier, c'est encore la pêche avec tous ses aléas qui assurent le gagne-pain. Mais comme il s'agit d'une activité saisonnière, les pêcheurs sont en chômage le reste de l'année.